Donc, si on va s'adresser à un arabophone, souvent il va dire son prénom, que nous, on va enregistrer dans la case nom. Et ensuite, il va dire le nom de son père, que nous, on va enregistrer du coup dans la case prénom. Donc ça a été très fréquent chez les Soudanais, par exemple. Bonjour Tiffany, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors aujourd'hui, nous allons discuter demandeurs d'asile, principalement quelles sont les erreurs à éviter de faire quand on est demandeur d'asile ou aussi quand on accompagne les demandeurs d'asile. Tiffany, tu es une formatrice en droit des étrangers depuis plus de 8 ans et tu as une expérience depuis plus de 15 ans dans le domaine du droit des étrangers. Pourquoi ne pas, par exemple, commencer par le parcours même du demandeur d'asile, par exemple, à quel moment on va considérer que la procédure commence et qu'elle prend fin. Donc, je te retourne le micro et merci encore voilà, d'avoir accepté l'invitation. La procédure est officiellement commencée lorsque le demandeur d'asile va passer au guichet unique pour demandeur d'asile. Donc, quand il arrive sur le territoire, il doit se présenter dans une structure de premier accueil pour demandeurs d'asile, une SPADA, qui est généralement gérée par une association au niveau régional. Cette SPADA va pouvoir prendre rendez-vous avec le guichet unique pour demandeurs d'asile. Le guichet unique pour demandeurs d'asile, c'est quoi? Ce sont des agents de la préfecture qui vont recevoir le demandeur d'asile pour le placer et déterminer la procédure sous laquelle il pourra faire sa demande d'asile, lui remettre éventuellement un dossier OFPRA s'il n'est pas sous procédure Dublin. Et ensuite, la demandeur d'asile verra un agent de l'OFI qui, lui, va s'occuper de l'ouverture des conditions matérielles d'accueil, à savoir l'inscription pour avoir une place en centre d'hébergement et la remise d'une carte prépayée sur laquelle sera versée l'allocation pour demandeur d'asile. Donc, c'est lors de ce passage en GUDA que débute la demande d'asile. En sortant du GUDA, le demandeur d'asile dispose d'un délai de 21 jours s'il a eu un dossier OFPRA et qu'il n'est pas sous procédure Dublin, de 21 jours pour envoyer son dossier à l'OFPRA. Et la procédure va durer jusqu'à la décision définitive de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile. Donc, la procédure est définitivement terminée lorsque l'OFPRA ou la CNDA se sont prononcés définitivement sur la demande du demandeur d'asile. Tu as dit qu'ils ont 21 jours pour retourner leur dossier. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'ils ne retournent pas le dossier dans ce délai-là? Une fois que le délai est dépassé, il n'est plus possible de déposer, de faire sa demande à l'OFPRA et d'enregistrer officiellement sa demande d'asile à l'OFPRA. Donc, la procédure tombe à l'eau. Tout le long de la procédure, il y a des délais qui sont imposés. Il faut être très vigilant sur ces délais. Lorsque la personne a un dossier OFPRA en main, que l'agent de la préfecture lui remet un dossier OFPRA, il dispose en procédure normale ou accélérée de 21 jours pour l'envoyer à l'OFPRA. C'est un dossier qui s'envoie par écrit en lettres recommandées. Et si l'OFPRA émet un rejet et que le demandeur d'asile effectue un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA, là, de nouveaux délais vont s'ouvrir. 15 jours à compter de la notification de la décision de l'OFPRA pour déposer une demande d'aide juridictionnelle et 1 mois pour déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Idem, si les délais ne sont pas respectés, il y a forclusion, le recours n'est pas enregistré, la demande d'asile est terminée. Tu as parlé de 15 jours pour pouvoir déposer sa demande d'asile. Donc, si le demandeur il laisse passer ces 15 jours, donc il perd cette possibilité. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des alternatives? En principe, il n'y a pas d'alternative. Après, il faut essayer de voir pourquoi le délai n'a pas été respecté. Lorsque la personne en demande d'asile est hébergée dans une structure d'hébergement, en principe, le courrier est suivi par le secrétariat ou les travailleurs sociaux qui accompagnent la personne. Si il arrive des fois qu'il y ait des loupés et au niveau du courrier, des suivis, etc., et que ce soit de la responsabilité aussi des centres qui ont mal enregistré un recommandé ou pas distribué à temps ou pas suivi, etc. Dans ce cas-là, le centre contacte le bureau d'aide juridictionnelle, j'ai déjà vu, et explique que voilà, ce n'est pas du fait du demandeur d'asile et
voilà, il y a des souplesses qui peuvent être accordées. Mais on est en droit et le badge est en droit au bout du 16e jour de dire non, on est hors délai. Voilà, donc après, c'est au cas par cas. Il faut expliquer le contexte à l'OFPRA ou à la CNDA, pourquoi il y a pas eu le respect du délai, en fait. Comment il va faire concrètement pour essayer d'expliquer sa situation? Les demandeurs d'asile, tant qu'ils ne sont pas hébergés, sont suivis par les professionnels des structures de premier accueil pour demandeurs d'asile, les SPADA. Donc, la mission des SPADA, c'est vraiment de domicilier les demandeurs d'asile et de leur assurer un suivi administratif et social tout le temps qu'ils ne sont pas hébergés en centre d'hébergement. Donc, parfois, tout le long de la procédure, puisque plus de la moitié des demandeurs d'asile n'ont pas accès au centre d'hébergement, au dispositif national d'accueil. Donc, en principe, un demandeur d'asile a toujours un professionnel, un travailleur social référent. Après, dans la pratique, voilà, certaines SPADAS ont plus de 1000 domiciliations pour 2, 3 travailleurs sociaux. Ah oui. Donc, il peut y avoir des bénévoles, etc. Mais voilà, les travailleurs sociaux dans les SPADA ont beaucoup, beaucoup de suivi. Donc, c'est compliqué dans la pratique. Mais il faut savoir qu'ils sont aidés par les SPADA et ils reçoivent leur courrier dans les SPADA tant qu'ils ne sont pas en centre d'hébergement. On va remettre la focalisation sur les demandeurs d'asile, par exemple dans les différentes démarches de la procédure. Quelles sont les erreurs que toi, tu as notées qui sont soit les plus fréquentes ou qui t'ont le plus marqué pendant donc toute ton expérience que tu as pu voir qui aurait pu, par exemple, être évité, que ce soit si la personne avait eu une information ou que ce soit le formulaire, par exemple, quand quelqu'un remplit le formulaire, quelles répercussions ça peut avoir d'avoir fait une simple erreur dans le formulaire? Mhm. Alors, tout d'abord, au niveau de l'identité. Les personnes vont arriver en SPADA et vont dire leur nom, leur prénom, leur date de naissance. Et la SPADA va prendre rendez-vous au GUDA avec cette identité-là. Donc, on est en demande d'asile, donc on est sur du déclaratif. Il n'est pas besoin de justifier par un acte de naissance ou un passeport ou un document d'identité. Une fois que c'est enregistré sur le logiciel de la préfecture, cette identité-là ne pourra plus du tout changer jusqu'à la décision définitive. Si la décision est positive, s'il y a un accord d'une protection internationale, s'il y a eu des erreurs, on pourra remettre à jour. Si c'est un rejet, la personne restera toujours enregistrée sous cette identité-là dans le logiciel de l'après. Donc ça, j'ai remarqué beaucoup d'erreurs, notamment chez les arabophones. Chez les arabophones, on commence toujours par appeler les arabophones par leur prénom, suivi du nom du père et du grand-père. En France, on va toujours demander le nom en premier. Donc, si on va s'adresser à un arabophone, souvent il va dire son prénom, que nous, on va enregistrer dans la case nom. Et ensuite, il va dire le nom de son père, que nous, on va enregistrer du coup dans la case prénom. Donc ça a été très fréquent chez les Soudanais, par exemple. Du coup, on a déjà un inversement du prénom et du nom dès le début de la procédure. Donc voilà, il faut être vigilant à ce côté-là. En France, on demande toujours le nom en premier. Sur les dates de naissance, beaucoup donnent la date de naissance anglaise. Mois, jour, année. Donc pareil, on a un inversement. Voilà. Donc ça, c'est les premières erreurs au niveau de la déclaration qui sont faites. De cette déclaration va être établie l'attestation temporaire pour demandeur d'asile, l'ouverture des droits sociaux, l'inscription à l'école, enfin tout va être au nom avec l'identité qu'il y a sur le récépissé. Donc toutes les ouvertures de droits, etc. vont se faire avec cette identité-là qui ne pourra être changée que s'il y a une protection plusieurs mois ou des fois années après. Donc ça, c'est la première attention à avoir au niveau déclaratif de son identité, bien avoir en tête qu'en France, on demande toujours le nom en premier. Ensuite, sur la rédaction du récit, une fois qu'on a le dossier OFPRA en main, il faut savoir qu'à l'OFPRA, c'est l'entretien oral qui compte. Donc ça, il faut l'avoir en tête. On n'est pas sur une procédure contentieuse où on doit avoir un recours, un récit motivé. Donc pareil, sur l'entretien OFPRA, il faut essayer d'être le plus précis possible sur tout ce qui est identité, date de naissance, toute la partie état civil, déclaration d'un ou d'une conjointe, d'un ou d'une partenaire et des enfants. La déclaration du partenaire, elle est importante à cette étape-là, puisque si ensuite il y a un projet de réunification familiale, il faut que le mariage soit antérieur à la reconnaissance de statut. Donc, il faut déclarer son conjoint ou sa conjointe dès le début de la procédure. Et ensuite, sur le récit,
voilà, donner le plus de précision possible sur les noms, les dates. Alors, nous, on est très à cheval en France sur les dates, on est très administratif, mais en fonction des pratiques culturelles, ça peut être se repérer avec des saisons, etc., hein, parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de fonctionnement au niveau de la temporalité. Mais si un récit fait 4, 5, 6, 10 lignes, la personne pourra compléter à l'oral. C'est ça qu'il faut savoir. Sur les récits, essayez d'être le plus honnête possible, de dire la vérité et faire attention à tout ce qu'on peut entendre dire sur le parcours migratoire ou par les compatriotes. Il faut que tu dises ça, il ne faut pas que tu dises ça. Il vaut mieux dire ça. Ou j'ai déjà vu des récits où on a une base de demande d'asile qui est complètement fondée et la personne rajoutait quelques éléments pas vrais, mais parce qu'on lui avait dit que ça ferait mieux à l'offre. Et toutes ces petites choses rajoutées font que ça porte préjudice au dossier. Et du coup, l'officier sera à juste titre suspicieux sur la demande d'asile. Donc, rester vraiment honnête avec son histoire, expliquer bien son histoire, les faits, et faire attention à tout ce qu'on peut nous conseiller parallèlement aussi. Ça, c'est important lorsqu'on rédige le récit. Parce qu'à un moment donné, il suffit d'un élément incorrect dans la demande et on a une suspicion après sur tout le dossier. Et puis, voilà, ça peut nous rattraper après au moment de l'établissement de l'acte d'état civil, etc. Donc, il vaut mieux dire les choses dès le début et en échanger ensuite avec l'officier de protection. Il faut savoir qu'au moment du récit, il est possible de choisir le genre de l'officier de protection. Si on est plus à l'aise avec un homme ou une femme, ça ne se sait pas, mais on peut le préciser dans le récit. Et ça se justifie clairement en fonction de certains récits, notamment les victimes de violences sexuelles, qu'ils soient hommes ou femmes. Voilà, on peut être plus à même à en parler avec une personne du même sexe. Donc ça, c'est important à savoir. D'accord. Et Est-ce que ce serait un droit que la personne aurait ou par exemple ah si oui, elle oui, fait la oui, demande? c'est prévu par le CESEDA. Et il est possible aussi de préciser en fonction pour certaines victimes de torture subie, ça je l'ai déjà vu. Il y a des agents, des officiers de protection qui ont des formations spécifiquement pour mener des entretiens pour les victimes de torture. Et j'ai déjà vu des entretiens où les officiers étaient à deux. Un officier instructeur aidé d'un collègue pour mener l'entretien. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a toutes ces possibilités qui existent, ça ne se sait pas forcément, il suffit de le demander, de le préciser à l'OFPRA qui mettra tout qui mettra en œuvre les choses pour que l'entretien se déroule bien à ce niveau-là. Ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Donc, si il y a eu l'entretien, c'est vraiment l'oral, c'est ce jour-là où c'est le plus important, où on va essayer de convaincre l'officier de son récit, de son besoin de protection. S'il y a eu des erreurs en amont, comme je le disais tout à l'heure sur l'identité, inversement nom-prénom, un oubli, je ne sais pas, une faute dans les enfants, le conjoint, etc. Le jour de l'entretien, moi, je conseille toujours au demandeur d'asile de refaire le point avec l'officier. Il y a un interprète qui est là, de bien en profiter pour remettre à jour les erreurs qui ont pu être faites sur l'état civil. Et si le récit ne fait que quelques lignes, expliquer les conditions d'écriture du récit, comment ça a été fait, avec qui, etc. Et du coup, là, pouvoir tout bien mettre à plat avec l'officier ce jour-là. C'est important. Voilà, moi, quand j'écrivais les récits en tant qu'intervenante sociale, je marquais toujours si ça avait été fait en anglais entre nous ou avec un interprète dans la langue de la personne. Voilà, un petit peu toutes ces conditions-là. Voilà, parce que ça peut être fait aussi en anglais entre un francophone et un Camerounais sans interprète. Donc là, du coup, au niveau des possibilités d'erreur, voilà, il peut y en avoir beaucoup. Donc les conditions de récit, pour moi, c'est important de les expliquer à l'officier. Sur l'entretien, répondre le plus précisément possible. Des fois, les réponses peuvent être courtes, ça va dépendre comment l'officier mène son entretien, mais être le plus précis, ça se prépare un entretien. Les dates, les noms qui sont cités, si on est sur des dossiers politiques, si on est sur des dossiers, je ne sais pas, de mafia, d'ethnie, etc., voilà, on dit qu'on est de telle ethnie.
quelles sont les caractéristiques, comment on le justifie, voilà, le plus de précision possible. Donc tout ça, ça se prépare. Un des éléments de la Convention de Genève, c'est l'actualité des craintes. Toujours suivre ce qu'il se passe dans le pays d'origine, pour être toujours au courant de ce qui se passe. Est-ce que mes craintes sont toujours actuelles? Je l'ai quitté mon pays il y a 3 ans. Est-ce que c'est toujours le cas? Qu'est-ce qui se passe? Il faut être acteur de sa demande d'asile. Il faut vraiment, dès l'OFPRA, être acteur. C'est mieux, c'est sûr, si on se fait accompagner et conseiller. Mais c'est vraiment être dans ce mouvement-là, et d'autant plus si ensuite il y a un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il faut travailler avec son avocat. Ce n'est pas l'avocat qui va tout faire pour le demandeur d'asile. Il faut que le demandeur d'asile s'implique avec son avocat pour défendre son dossier. Ça, c'est important aussi. Brièvement sur la question du formulaire, donc tu en as déjà discuté que le demandeur il a l'occasion en fait de rectifier certaines erreurs qui ont pu être faites sur son formulaire le jour de l'entretien. Mais si même à cette phase-là, on va dire qu'il y a encore eu des erreurs ou qu'il n'a pas compris, qu'il fallait reprendre ces éléments-là avec l'officier, ou qu'il a redit les mêmes choses sans forcément savoir qu'il fallait les rectifier. Comment il va faire pour pouvoir rectifier ces éléments, sachant que ça va avoir un impact sur tout le long en fait, de sa vie en France s'il parvient à obtenir la protection internationale? Sur les erreurs d'état civil. Alors, s'il a une protection internationale, il aura à remplir ce qu'on appelle une FFR, une fiche familiale de référence. Donc, l'OFPRA a deux principales missions. L'OFPRA instruit les demandes d'asile, et ensuite, l'OFPRA a une mission de protection administrative des personnes bénéficiaires d'une protection internationale. Sous couvert de cette mission, l'OFPRA va rétablir l'état civil des bénéficiaires d'une protection internationale. Donc, une fiche est envoyée aux personnes, et cette fiche, il va falloir la remplir et la retourner à l'OFPRA. Pareil, c'est une étape très souvent négligée, mais tellement importante, puisque c'est sur cette fiche que l'on va corriger les erreurs qui ont été faites. S'il est possible, au niveau notamment des moyens financiers pour les centres, etc., de le faire avec un interprète, je conseille vivement de le faire avec un interprète. Donc là, on va rétablir justement, éventuellement, l'inversement des jours, des mois, des noms, des prénoms. Est-ce qu'on met un M à Mohamed? Est-ce qu'on met deux M? Est-ce que c'est Mohamed, Mohammad? Est-ce qu'on garde le nom du père et grand-père ou que le nom du père? Voilà, on fait ce point-là et on remplit bien la fiche. On déclare le mariage. Et concernant le conjoint ou la conjointe qui serait resté dans le pays d'origine ou qui serait sur le parcours migratoire, il faut faire très, très attention sur la déclaration de son identité aussi. Si le conjoint ou la conjointe a déjà un passeport, on marque exactement ce qu'il y a dans le passeport. Comme ça, il n'y a pas d'erreur d'identité. Ou sinon, voilà, on essaie d'être le plus précis possible, puisque s'il y a réunification, c'est ces informations-là qui vont être contrôlées. On va regarder la conjointe qui doit venir, on va regarder son identité, ce qui a été déclaré à l'OFPRA, puisque sur la base de ces données-là, l'OFPRA va établir un acte de naissance, un acte de mariage si elle reconnaît le mariage, etc. Donc, la fiche familiale d'état civil, elle n'est pas à faire à la légère. On recorrige tout, on reprend tout avec la personne, les dates de naissance, les dates de mariage, les enfants. Et puis, on explique sur un petit courrier accompagnant pourquoi on n'a pas tel dossier, tel document, et pourquoi il y a éventuellement eu ces erreurs. Donc, ça s'explique facilement, le contexte dans lequel la demande d'asile a été faite, des personnes qui étaient à la rue, ou voilà, ça s'explique facilement, mais il faut être vigilant. C'est vraiment des points de vigilance à avoir. D'accord. En parlant justement des conjoints, quelles sont les personnes qu'il faut déclarer? En principe, c'est le conjoint ou le concubin et les enfants du demandeur d'asile. Et s'il y a une réunification familiale, elle concernera le conjoint ou le concubin et les enfants mineurs. Sur mariage, concubinage, etc., le concubinage peut être accepté. Il faut l'avoir déclaré et prouver des éléments de vie commune avant d'avoir quitté son pays. Mais le concubinage peut être reconnu dans le sens où certains mariages ne vont pas être civilement reconnus par l'OFPRA. Je prends l'exemple d'un cas que j'avais suivi pour un monsieur réfugié tibétain.
Les mariages des Tibétains ne sont pas reconnus par les autorités chinoises et légalement ne peuvent être transposables et reconnus en France. Du coup, l'OFPRA a reconnu le concubinage de monsieur, n'a pas reconnu le mariage, mais il a pu mettre en œuvre une réunification familiale. Une fois que madame est arrivée en France, elle avait le statut de concubin, il devait se remarier civilement, mais il a pu faire une réunification quand même parce que depuis le début, madame était dans le récit d'asile, etc. C'était juste après de l'administratif, ils n'étaient pas mariés civilement pour la France. Voilà, il y a des petites subtilités comme ça. Donc, le concubin, avec la personne avec laquelle on vivait dans le pays d'origine, on la déclare. Après, ça sera à l'OFPRA de reconnaître ou pas civilement le mariage. D'accord. Et en ce qui concerne les enfants, est-ce que ça va être les enfants biologiques ou par exemple, parce que ça arrive souvent, moi j'ai déjà vu en cabinet des gens qui disent, moi je suis demandeur, j'avais l'enfant de ma soeur dont je m'occupais ou de mon frère. Est-ce que dans ce cas-là, la personne va pouvoir faire une réunification familiale pour... En principe, ce sont les enfants biologiques, en principe, enfants mineurs biologiques, oui. Se D'accord. pose aussi la question, alors là, j'ai pas j'ai eu des exemples, mais j'ai pas de recul après dans la pratique, mais les enfants faits sur le parcours migratoire. Quand vous Mhm. accompagnez des demandeurs d'asile qui ont quitté depuis 10 ans leur pays d'origine, qui ont vécu un certain nombre d'années en Italie ou dans certains autres pays de l'Europe, voilà, qui se retrouvent réfugiés en France Mhm. et qui ont des enfants sur le parcours migratoire. Il y a toutes ces questions-là aussi qui se posent à ce moment-là, en effet. Si je reviens sur ce que tu as abordé là, un demandeur, par exemple, qui, on va dire, qui a pris autant de temps pendant toute la procédure, donc on va dire 10 ans, voire, bon, j'espère moins, en tout cas pour beaucoup. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a un moment où, quand on arrive en France, il faut déclarer ou il faut faire la procédure, par exemple, ou est-ce que on peut demander l'asile à n'importe quel moment quand on est en France, disons une personne qui vit depuis 5 ans ou 6 ans en France, est-ce que cette personne-là peut... Alors, légalement, la personne qui demande asile dans les 90 premiers jours de son arrivée en France sera placée en procédure normale. La personne qui demande asile au-delà de 90 jours sera placée en procédure accélérée. La loi, elle dit ça. Donc, il n'y a pas de date limite. Par exemple, des Ukrainiens là, qui vivent en France. Il y a le dispositif de la protection temporaire pour les Ukrainiens, mais ils peuvent aussi le relever de la Convention de Genève sur certaines situations. Il est possible que moi, Ukrainienne, par rapport aux événements, je relève de la Convention de Genève et que je dépose un dossier à l'OFPRA alors que ça fait 5 ans que je vis en France. Il se passe quelque chose dans mon pays qui fait que peut-être que j'avais l'habitude de faire des allers-retours régulièrement, peut-être que je vivais entre les deux pays, etc. Sauf que là, si j'y retourne, j'ai des craintes d'être personnellement, directement persécutée. Donc, il n'y a pas de date limite en fonction des événements du pays. Après, on sera placé sous une procédure normale ou accélérée en fonction du délai dans lequel on demande asile. C'est peut-être utile de le reprendre pour certains. Quelle va être la différence entre le fait d'être placé en procédure accélérée et normale? Quelles sont les répercussions, par exemple, pour le demandeur d'asile? La différence, elle va se jouer surtout à partir de la décision de l'OFPRA. C'est-à-dire que à partir de la convocation à l'entretien OFPRA, juridiquement, dans les textes, l'OFPRA a 15 jours pour donner sa décision sur une demande de procédure accélérée. Donc ça, ce sont dans les textes. Dans la pratique, ça peut varier. Si c'est une décision de rejet, il faut savoir que le recours en procédure accélérée n'est pas suspensif. C'est-à-dire que la personne peut se voir notifier une obligation à quitter le territoire français, voire être reconduit à la frontière, quand bien même les juges de l'asile n'ont pas encore statué sur le recours formé contre la décision de rejet de l'OFPRA. Donc ça, c'est la première conséquence qui est importante. Il peut y avoir une rupture aussi des conditions matérielles d'accueil pour les personnes qui étaient hébergées notamment. Deuxième conséquence, lorsqu'on est en procédure accélérée, c'est un juge unique qui va statuer sur le recours, alors qu'en procédure normale, ce sont 3 juges, donc, dont un assesseur du Haut-Commissariat aux réfugiés pour les Nations Unies. Alors, il faut savoir qu'en fonction des situations, on peut demander à l'OFPRA de requalifier une procédure accélérée en procédure normale. D'accord. Et comment le demandeur il va pouvoir faire ça? Alors là, pareil, il faut qu'il soit conseillé. En principe, ce sont
les travailleurs sociaux qui vont l'accompagner, qui vont connaître un peu les procédures et qui vont lui conseiller ça. Par exemple, une personne qui s'enregistre à 92 jours en préfecture et qui est en procédure accélérée, on peut voir avec l'OFPRA s'il ne peut pas requalifier la procédure en normale parce qu'il n'y a que 2 jours d'écart ou voilà, ou en fonction des éléments dans le récit aussi, il est possible. Donc, ça sera l'OFPRA de prendre la décision, mais on peut le demander dans le récit et l'OFPRA statuera sur cette demande. D'accord, donc c'est important de le reprendre aussi que le demandeur, il doit déposer, donc dès qu'il arrive sur le territoire, s'il compte demander l'asile, déposer sa demande dans les 90 jours pour éviter en fait toutes Exactement. ces répercussions sur sa demande. Exactement. Donc j'ai fait le tour des questions, je sais pas si tu as des éléments de plus à rajouter. Non, garder aussi, dans le cadre en vue d'une réunification, toujours penser au moins à moyen terme, hein. Garder les échanges sur WhatsApp, etc., les prouver le mariage. Il y a des enquêtes qui sont faites, hein, au niveau des réunifications familiales. Donc voilà, garder les échanges WhatsApp avec son partenaire ou sa partenaire, son conjoint, sa conjointe, des photos, etc. Oui, j'avais 2 autres remarques. Mhm. Ne pas cacher son passeport. On peut demander asile avec un passeport. Ça n'a aucune incidence sur la demande d'asile. Il y a Mhm. une fausse rumeur qui croit qu'il faut cacher son passeport et pas montrer son passeport quand on demande asile. Non, ça n'a aucune incidence sur la demande d'asile. Donc ça, c'est très important. Et ne pas garder des documents en vue d'éventuellement redemander asile une deuxième fois. C'est-à-dire que je l'ai vu, hein, des gens gardent certains éléments de preuve en Mhm. disant ça me servira au cas où je suis débouté. Sauf que quand on est débouté, pour faire un réexamen, il faut un élément nouveau. Et un nouveau document, c'est un élément de preuve supplémentaire, ce qui est différent. Bon, après, là, c'est des techniques juridiques, mais voilà, ne pas garder ces documents. Montrer ce qu'on a, montrer tout ce qu'on a sur son dossier, etc. Et ne pas cacher des choses au cas où. Non, il n'y a pas de au cas où. On donne tout de suite. D'accord. Voilà, c'est Donc, important. je pense que le mot de la fin, ce serait important peut-être de le dire, qu'il faut rester fidèle au récit, aux documents qu'on a. Effectivement, il y aura toujours des gens qui sont passés par là, soit qui ont été déboutés ou qui ont eu l'asile et qui vont conseiller. Mais il est important de rester fidèle en fait par rapport à ces documents-là, de les garder et de les donner. Donc, pour éviter des problèmes futurs, on va dire. Exactement. Donc, Exactement. merci beaucoup, Tiffany. C'était vraiment très, très intéressant. Alors, c'est l'occasion aussi de revenir sur les services que tu proposes en tant que formatrice. Comment, ça peut être plus, hein, c'est plus. Donc, comment, si quelqu'un veut profiter de tes formations, comment ils peuvent te contacter, te joindre, quels sont les services que tu proposes, voilà. Alors, je donne des formations, notamment pour les fonctionnaires territoriaux, puisque j'interviens beaucoup pour le Centre national de la fonction publique territoriale, les CNFPT, et l'INSET d'Angers, l'Institut national des supérieurs des études territoriales. Donc, je travaille beaucoup avec eux ou en direct avec des collectivités qui veulent travailler, former notamment les professionnels du secteur médico-social à l'accompagnement et l'orientation des étrangers. Donc, alors, je suis joignable, vous avez mon CV et toutes mes coordonnées sur LinkedIn. C'est vraiment le moyen le plus facile pour me contacter. Et sinon, je donne des cours aussi à l'université et dans les IRTS. Merci beaucoup, Tiffany. Merci. Donc là, vraiment, j'arrive à la fin, il nous reste moins d'une minute. Super. Donc, voilà.